La porte claqua comme un coup de tonnerre dans la nuit andalouse, et Adeline sentit le monde s'effondrer sous ses pieds nus. « Sortez d'ici, abomination !» « Vous souillez cette maison » hurla son père, les veines saillantes sur son cou tanné par le soleil de Séville, tandis que sa voix rauque résonnait contre les murs blanchis à la chaux de la cour intérieure. Dans l'ombre du patio, où les orangers exhalaient leur parfum amer, Adeline serra les poings, les larmes coulant sur ses joues comme la pluie d'automne qui menaçait de tomber, réalisant que l'amour qu'elle portait à Maël venait de transformer leur foyer en champ de ruines. Séville, cette ville de passion contenue et de secrets murmurés derrière les grilles forgées, avait toujours été un cocon pour Adeline. À 25 ans, elle vivait encore sous le toit familial, un hôtel particulier délabré du quartier de Santa Cruz, hérité de son grand-père, un marchand de vin qui avait su naviguer entre les tempêtes de la guerre civile. Son père, Javier, un ancien torero raté reconverti en guide touristique, régnait sur la maison d'une main de fer enveloppée de velours usé. Il avait épousé Isabelle, une Française exilée venue d'un petit village près de Toulouse, 10 ans plus tôt, pour sauver la famille de la ruine financière. Isabelle, avec son accent chantant et ses robes fluides aux motifs provençaux, avait apporté une bouffée d'air du nord dans l'air lourd et épicé de l'Andalousie. Et avec elle était venue Maëlle, sa fille de 5 ans à l'époque, une petite tornade aux yeux marrons pétillants et aux cheveux noirs comme la nuit sévillane. Adeline se rappelait encore le jour où Maëlle était entrée dans sa vie, non pas comme une belle-sœur, mais comme une étincelle. C'était un été étouffant, 18 ans plus tôt, quand les deux filles, âgées de 7 et 5 ans, s'étaient retrouvées à jouer dans le patio, sous les branches lourdes des orangers. Maëlle, arrivée de France avec ses poupées en porcelaine et son air de petite princesse déracinée, avait trébuché sur une pierre et s'était écorché le genou. Adeline, déjà grande pour son âge, avec ses cheveux châtains noués en couette maladroite, l'avait relevée d'un geste doux, appliquant un baiser sur la plaie minuscule. « Ça ne fait plus mal, maintenant » avait-elle murmuré, et Maëlle avait ri, un rire clair comme les fontaines de El Alcázar. Depuis ce jour, une complicité s'était tissée entre elles, invisible au début, comme les racines des oliviers qui s'entremêlent sous la terre aride. Les années avaient passé, emportant avec elles l'innocence des jeux d'enfants. Adeline avait grandi en une jeune femme sensible, aux yeux verts hérités de sa mère disparue trop tôt, une gitane aux dents enflammées qui avait laissé à sa fille un amour pour les livres et les vers de Lorca. Elle travaillait comme restauratrice dans un atelier du quartier Triana, redonnant vie à des azulejos fissurés, ces carreaux de faïence qui racontaient les histoires muettes de l'Espagne. Maëlle, quant à elle, avait suivi les traces de sa mère en adoptant un esprit libre, étudiant les arts plastiques à l'université de Grenade avant de revenir à Séville pour ouvrir une petite galerie d'art contemporain dans une ruelle oubliée. À 23 ans, elle était une force de la nature, athlétique, avec une peau hâlée par les randonnées dans la Sierra Nevada, et un sourire qui pouvait désarmer un taureau. Mais sous cette assurance, il y avait une vulnérabilité, un besoin d'être vue, vraiment vue, que seule Adeline semblait percevoir. Leur amour n'avait pas surgi d'un coup de foudre théâtral, comme dans les opéras que Javier affectionnait tant. Non, il s'était insinué, goutte à goutte, comme l'eau d'une source cachée dans les collines andalouses. C'était lors d'un soir de feria, 3 ans plus tôt, que tout avait basculé. La ville entière vibrait au rythme des guitares flamencas, les robes à volants tourbillonnaient dans les rues pavées, et l'odeur de jasmin se mêlait à celle des churros frits. Adeline et Maëlle, inséparables comme toujours, s'étaient échappées de la procession familiale pour s'asseoir sur un banc près de la Giralda, la tour emblématique de la cathédrale. L'air était chargé d'électricité, et quand Maëlle avait posé sa tête sur l'épaule d'Adeline, murmurant « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi », quelque chose avait cédé en elle. Leurs lèvres s'étaient effleurées, hésitantes d'abord, puis affamées, sous le regard indifférent des étoiles. Ce baiser, volé dans l'ombre d'un olivier centenaire, avait scellé leur destin. Mais Séville, malgré sa beauté envoûtante, n'était pas une ville clémente pour les amours interdits. La famille de Javier, imprégnée de traditions catholiques rigides, voyait d'un mauvais œil toute déviation de la norme. Isabelle, pourtant, avait toujours été une alliée discrète. Française jusqu'au bout des ongles, elle racontait souvent des histoires de Paris libéré, de nuits folles dans les cabarets des années folles où l'amour ne connaissait pas de chaîne. L'amour est comme le vin, il mûrit en secret, et on ne le juge pas à sa robe, disait-elle en versant un rioja dans les verres en cristal. Maëlle et elle partageaient ce lien sororal, forgé dans l'exil, et Adeline avait souvent surpris des regards complices entre elles,
comme si Isabelle devinait les tourments de sa fille. Pourtant, le secret ne pouvait durer éternellement. Adeline et Maël vivaient leur passion en cachette, des rendez-vous furtifs dans les jardins de El Alcázar, où les cyprès centenaires veillaient sur leurs étreintes, des nuits passées à murmurer des promesses dans la chambre d'Adeline, au-dessus du patio, tandis que le chant des grillons couvrait leurs soupirs. Maël, avec son tempérament fougueux, peignait des toiles inspirées par Adeline des portraits abstraits où des formes féminines s'entrelacèrent dans des explosions de bleu et d'ocre, évoquant les azuléjos qu'Adeline restaurait. « Tu es ma muse, ma flamme » lui chuchotait-elle, les doigts tachés de peinture glissant sur la peau nue de sa bien-aimée. Mais le destin, ce vieux farceur andalou, avait d'autres plans. Ce fut un soir d'automne, quand les feuilles des orangers jaunissaient prématurément, que la tempête éclata. Ravière, rentrant plus tôt d'une visite guidée au palais de El Alcázar, avait surpris les deux jeunes femmes dans le patio. Elles étaient enlacées, riant doucement d'une anecdote sur une exposition ratée de Maël, quand la porte grinça. Adeline sentit son cœur se figer en voyant le visage de son père, déformé par la rage. « Qu'est-ce que c'est que cela ? Ma propre fille. Avec la belle-fille de la maison ? Des femmes ?» Son cri déchira la nuit, et avant qu'Adeline ne puisse articuler une défense, il l'attrapa par le bras, la traînant vers la sortie. Isabelle surgit alors, pâle comme un fantôme, ses cheveux blonds en désordre. « Ravière, arrête. Ce sont des enfants, elles s'aiment, plaida-t-elle, mais son mari la repoussa d'un geste brusque. Maël, les yeux emplis de terreur, se rua vers Adeline, mais Ravière la barra de son corps massif. « Toi, la Française, retourne dans ton pays si tu tolères ça. Et toi, cracha-t-il à Adeline, dégage avant que je ne te maudisse pour de bon. » Les valises furent jetées dehors en un tourbillon de linge et de livres, et Adeline se retrouva sur le trottoir, sous un ciel plombé, tandis que Maël pleurait derrière la grille fermée. Les heures qui suivirent furent un brouillard de douleur. Adeline erra dans les rues de Santa Cruz, les épaules voûtées sous une veste trop légère, ignorant les regards curieux des passants emmitouflés dans leurs châles. Elle trouva refuge dans un petit café près de la Plaza de España, un lieu où les expatriés français se retrouvaient pour siroter du pastis et évoquer les amours perdus. Là, entre deux verres de manzanilla, elle repensa à toutes ces années volées, à la façon dont Maël avait rempli le vide laissé par la mort de sa mère. Comment pouvait-on chasser l'amour comme un chien galeux ? Les larmes coulaient librement maintenant, salées comme l'air marin de Cadix, et Adeline se demanda si elle reverrait un jour les yeux marrons de sa bien-aimée. Pendant ce temps, dans la maison, le chaos régnait. Maël, confiné dans sa chambre par une Isabelle impuissante, martelait la porte de ses poings. « Maman, fais quelque chose. Adeline n'a nulle part où aller. » Isabelle, le cœur brisé, tentait de raisonner Ravière, qui arpentait le salon comme un lion en cage, un verre de brandy à la main. « C'est contre nature, Isabelle. Notre Seigneur n'a pas créé les femmes pour ça. » Mais au fond de lui, Ravière savait que sa fureur masquait une peur plus profonde, celle de voir sa famille se désintégrer, comme tant d'autres en Andalousie, déchirée par les secrets et les tabous. Isabelle, avec sa sagesse provençale, murmura « L'amour n'est pas un péché, Ravière. C'est un miracle. Et si tu les sépares, tu perdras tes filles pour toujours. » La nuit s'étira, interminable, ponctuée par le chant lointain d'un rossignol. Adeline, blottie dans un coin du café, composa un message sur son téléphone. « Je t'aime, Maël. Plus que tout. Trouve-moi quand tu pourras. » Mais l'écran resta noir, la batterie mourut, la laissant seule avec ses fantômes. Au lever du soleil, teignant les toits de Séville d'un rose pâle, elle prit une décision, elle irait à Grenade, chez une amie artiste, pour panser ses plaies. Pourtant, au fond d'elle, une flamme persistait, l'espoir fou que l'amour, ce vin capiteux d'Andalousie, triompherait des tempêtes. Le train pour Grenade cahotait sur les rails comme un cœur affolé, et Adeline, recroquevillée sur son siège usé, fixait sans les voir les oliveraies qui défilaient, drapés d'un voile de brume matinale. Chaque kilomètre la séparait un peu plus de Séville, de Maël, de cette maison qui avait été son refuge et son tombeau. Dans son sac à dos, froissé contre sa poitrine, elle serrait un petit tableau que Maël lui avait offert en secret, une aquarelle représentant deux silhouettes enlacées sous un ciel étoilé, avec en bas un vers de Federico Garcia Lorca, Verde que te quiero verde, peint en lettres fines. Ce cadeau,
volé à l'atelier de Maël, était tout ce qui lui restait de leur amour tangible, un talisman contre l'oubli. À Grenade, la ville des Alhambras et des soupirs morts, Adeline trouva asile chez Sofia, une ancienne condisciple de l'école d'art, qui vivait dans un appartement exigu du quartier de El Albaycin. Sofia, une lesbienne assumée aux cheveux teints en rouge feu et aux tatouages de roses épineuses couvrant ses bras, l'accueillit sans question, avec un thé à la menthe et une couverture tricotée main. « Raconte-moi quand tu seras prête, mi amor, dit-elle d'une voix douce, imprégnée de l'accent granadino chantant. Adeline, épuisée, se contenta de hocher la tête, se laissant tomber sur le divan qui sentait le patchouli et les vieux livres. Les jours suivants furent un tourbillon de silence et de promenades solitaires le long des ruelles escarpées, où les murs blancs se parèrent de bougainvilliers violets. Elle errait comme un fantôme, visitant l'Alhambra au lever du soleil, où les fontaines chantaient des romances arabes, et se demandant si Maël contemplait les mêmes arches de pierre, hantées par les mêmes ombres. Pendant ce temps, à Séville, Maël bouillonnait d'une rage contenue. Elle avait passé la nuit à supplier sa mère, à frapper à la porte de Ravière jusqu'à ce que ses knuckles saignent légèrement non pas de violence, mais d'un désespoir pur. Isabelle, déchirée entre son amour pour sa fille et sa loyauté envers son mari, avait fini par craquer au petit matin. Assise à la table de la cuisine, sous la lumière crue d'une ampoule nue, elle avait pris les mains de Maël dans les siennes, ses yeux bleus voilés de larmes. « Ma chérie, je savais. Pour vous deux. Depuis des mois, je voyais comment tu la regardais, comment elle rougissait en ta présence. C'est beau, cet amour. Mais ton beau-père. Il est prisonnier de ses peurs. L'Espagne n'est pas la France, ici, les traditions pèsent comme des chaînes. » Maël, les joues en feu, avait serré les dents. « Maman, je m'en fiche des traditions. Adeline est partie à cause de lui. Je vais la retrouver, quoi qu'il en coûte. » Ravière, de son côté, noyait son malaise dans le brandy et les souvenirs. Il errait dans le patio, arrachant les feuilles mortes des orangers d'un geste rageur, se remémorant sa propre jeunesse, un amour de torero pour une danseuse flamenco qui s'était évaporé comme la fumée d'une cigarette. « Pourquoi moi ? Pourquoi ma famille ?» marmonnait-il, ignorant les appels de ses sœurs qui, sentant le vent tourner, tentaient de le raisonner par téléphone. Mais au fond, une fissure s'ouvrait en lui, l'image de sa fille, non plus l'enfant qu'il avait élevé, mais une femme brisée par sa main, le rongeait comme un ver dans une olive mûre. Maël n'attendit pas. Le lendemain, elle prit le train pour Grenade, laissant un mot laconique sur la table, « Je reviens quand j'aurai sauvé ce qui compte. » Le voyage fut une torture, chaque gare passée ravivait les souvenirs, celle de Cordoue, où elle s'était embrassée pour la première fois en public, masquée par la foule d'un marché, celle de Malaga, où Maël avait offert à Adeline un collier de perles d'olivier. À Grenade, elle trouva Adeline par un coup de chance, ou peut-être par ce fil invisible qui lie les âmes sœurs. Sofia, qui avait des contacts dans la scène artistique locale, avait emmené Adeline à une exposition underground dans une cave du Sacremont. Là, au milieu de toiles abstraites et de sculptures de gypse, Maël la vit, assise sur un tabouret, les yeux perdus dans un tableau de nus féminins entrelacés, un verre de vin à la main. Leur réunion fut un ouragan d'émotions. Adeline se leva d'un bond, renversant son verre, et se jeta dans les bras de Maël, sanglotant contre son épaule. « Je pensais que tu ne viendrais pas. Que ta mère. » Maël la fit taire d'un baiser, urgent et salé de larmes, ignorant les regards curieux des artistes autour d'elle. « Jamais je ne te laisserai, Adeline. Nous sommes plus fortes que leurs préjugés. » Elles passèrent la nuit à parler, blotties sur le divan de Sofia, racontant leurs peurs, leurs rêves. Maël avoua sa terreur de perdre sa mère dans ce conflit, Adeline confia son sentiment d'exil, d'être une étrangère dans sa propre peau. Sofia, veillant tard dans la cuisine, sourit en les entendant rire à travers la porte, un rire fragile, mais vrai, comme le premier rayon après l'orage. Pourtant, le répit fut bref. 3 jours plus tard, un appel d'Isabelle brisa l'idylle. « Maël, rentre. Ton beau-père est malade. Son cœur. Les médecins disent que c'est le stress. » La voix de sa mère tremblait, un mélange de reproches et de supplications. Maël, déchiré, raccrocha en larmes. « Je ne peux pas l'abandonner, Adeline. Pas comme ça. » Adeline, le cœur serré, hocha la tête. « Va. Mais promets-moi que ce n'est pas la fin.
Elles se séparèrent sur la plateforme de la gare, un baiser volé sous les yeux indifférents des voyageurs, et Maël remonta dans le train, le tableau d'Adeline plié dans son sac comme un serment. De retour à Séville, la maison semblait un mausolée. Ravière gisait dans son lit, pâle et suant, un chapelet entre les doigts. Le médecin, un vieil ami de la famille, avait prescrit du repos absolu. Isabelle veillait, les traits tirés, alternant entre prières et tasses de café noir. Quand Maël entra, Ravière tourna la tête, ses yeux injectés de sang fixés sur elle. « Tu es revenu, murmura-t-il, la voix rauque. Pour elle? Ou pour moi? » Maël s'assit au bord du lit, prenant sa main calleuse. « Pour nous tous, papa. Adeline t'aime encore. Elle veut que nous soyons une famille. » Les mots restèrent suspendus, lourds comme l'air du patio en été. Ravière ferma les yeux, une larme coulant sur sa tempe. Était-ce le début d'une rédemption, ou le prélude à une trahison plus profonde? Adeline, seule à Grenade, plongea dans le travail pour noyer son chagrin. Elle accepta une commande urgente, restaurer les azuléjeaux d'une petite chapelle abandonnée sur les collines de la Sacremonte. Jour après jour, elle grattait la poussière des siècles, recomposant des motifs brisés des cœurs entrelacés, des roses épineuses, des oiseaux en vol. Chaque coup de pinceau était une prière pour Maël, un vœu que leur amour survive aux fissures du temps. Sophia, sentant sa mélancolie, l'emmena à des soirées gitanes, où les guitares pleuraient des bullerias enflammées. Là, sous les étoiles, Adeline dansa pour la première fois depuis la crise, son corps se mouvant avec une grâce gitane héritée de sa mère. Mais au milieu de la transe, un doute s'insinua, et si Maël cédait? Si la pression familiale l'éloignait pour toujours? Le conflit s'intensifia quand Isabelle commit l'impensable. Désespérée de sauver son mariage, elle confronta Maël en privé, dans le jardin secret derrière la maison, où les jasmins grimpaient sur les treillis. « Ma fille, je t'aime plus que tout. Mais Ravière est brisée. Si tu continues avec Adeline, il ne s'en remettra pas. Peut-être. Pourrais-tu réfléchir? Pour la paix? » Les mots étaient un poison doux, enveloppé de l'amour maternel. Maël recula comme frappé, les yeux écarquillés. « Maman, tu me demandes de renoncer à elle? Après tout ce que nous avons traversé? » Isabelle baissa la tête, les larmes coulant. « Pas renoncer. Juste. Temporiser. Pour guérir les blessures. » Ce fut la première trahison, subtile, comme un couteau glissé dans du velours. Maël, blessé au vif, écrivit à Adeline une lettre fiévreuse, postée depuis la plaza de Taureau, « Ne doute pas de moi. » Mais le sang est épais, et les cœurs se brisent facilement. Attends-moi. La lettre arriva à Grenade 2 jours plus tard, tachée d'encre et de regrets. Adeline la lut et la relut, le papier froissé dans sa main tremblante. Le doute s'installa, rampant comme la vigne vierge sur les murs de El Albessin. Était-ce le début de la fin, ou un appel au courage? Les semaines s'étirèrent en un exil douloureux, et Grenade, avec ses miradors et ses secrets morts, devint pour Adeline une prison dorée. Elle travaillait sans relâche à la chapelle de la Sacremonte, où les azuléjeaux, miraculeusement préservés par le temps, narraient des histoires d'amour défendues, des princesses cachées dans les harems, des troubadours chantant pour des reines inaccessibles. Chaque motif restauré était une métaphore de son propre cœur en miettes beau, mais fragile. Sophia tentait de la distraire avec des sorties au hammam du quartier arabe, où la vapeur enveloppait les corps nus dans une intimité bienveillante, ou des lectures de poésie chez des amis bohèmes. L'amour vrai ne meurt pas d'une séparation, Adeline. Il fermente, comme le chéri dans les caves de Jerez, lui disait Sophia, ses yeux verts pétillants de sagesse gitane. Mais les nuits étaient pires, Adeline se réveillait en sueur, hantée par des rêves où Maël s'éloignait sur un cheval blanc, disparaissant dans le désert de Taberna. À Séville, Maël menait un combat intérieur féroce. Ravière se remettait lentement, soutenue par des visites quotidiennes du prêtre du quartier, un homme âgé aux homélies sur le pardon et la miséricorde. Mais chaque regard qu'il posait sur Maël était chargé de non-dits, un mélange de gratitude et de suspicion. Isabelle, rongée par la culpabilité, multipliait les gestes d'affection des plats provençaux cuisinés en secret, comme une ratatouille odorante ou des madeleines tièdes, mais ces mots lors de leur confrontation hantaient Maël comme un refrain lancinant. Temporiser. Était-ce vraiment de l'amour, ou une lâcheté déguisée?
Maëlle se réfugia dans son atelier, peignant avec une fureur cathartique, des toiles sombres où des figures féminines se débattaient contre des chaînes invisibles, des couleurs vives éclaboussant la toile comme du sang artériel non pas violent, mais vital, un cri de liberté. Un soir, alors que la pluie enfin tombait sur Séville, lavant les rues de leur poussière ocre, Maëlle craqua. Elle prit sa voiture, une vieille Fiat cabossée héritée de sa mère, et roula vers Grenade sans un mot. La route sinueuse de la Sierra Nevada, bordée de pins tordus par le vent, reflétait son tumulte intérieur. Arrivée au milieu de la nuit, elle tambourina à la porte de l'appartement de Sofia, trempée jusqu'aux os, les cheveux plaqués sur le visage. Adeline, réveillée en sursaut, ouvrit et se figea. Maëlle, les yeux rougis, tenait un bouquet de jasmin cueilli à la hâte, leurs pétales blancs luisant sous la lumière du porche. « Je ne peux plus temporiser, murmura-t-elle, la voix brisée. Viens avec moi. Fuyons cette maison maudite. » Leur nuit fut une rédemption charnelle et spirituelle. Blotties dans le lit étroit, elles se racontèrent tout, les doutes de Maëlle, la trahison perçue d'Isabelle, la solitude d'Adeline. Leurs corps s'entrelacèrent avec une tendresse nouvelle, forgée dans l'épreuve, explorant chaque courbe comme si c'était la première fois, les épaules rondes de Maëlle, marquées par les bretelles de son sac à dos, la cambrure des reins d'Adeline, douce comme les collines andalouses. Au matin, Sofia les trouva endormis, enlacés, et prépara un desayuno copieux, du pain grillé avec de l'huile d'olive et des tomates, un rituel granadino pour guérir les âmes blessées. « Vous êtes les bienvenus ici aussi longtemps que nécessaire, dit-elle, un clin d'œil complice. » Pour la première fois depuis la crise, Adeline sourit vraiment, sentant la flamme de leur amour ravivée, plus ardente que jamais. Mais le destin, ce sculpteur cruel, n'en avait pas fini. À Séville, Ravière, apprenant la fugue de Maëlle par un appel paniqué d'Isabelle, sombra dans une crise plus grave. Le prêtre, alerté, organisa une intervention familiale. Les tantes d'Adeline, des femmes solides aux châles noirs, vinrent de leur village dans les collines, apportant des offrandes et des prières. Isabelle, effondrée, confessa tout à son mari lors d'une veillée au chevet. « C'est moi qui ai essayé de la raisonner, Ravière. Par peur de te perdre. Mais j'ai eu tort. Leur amour est pur, comme le nôtre l'était au début. » Ravière, les yeux clos, murmura, « Appelle-les. Dis-leur de revenir. Je dois réparer. » C'était un aveu, fragile comme une feuille d'automne, mais réel. Maëlle et Adeline reçurent l'appel sur la route du retour, alors qu'elles roulaient vers Séville, fenêtres ouvertes sur le vent salé de la côte. La voix d'Isabelle, chevrotante, les suppliait, « Venez. Il est prêt à écouter. » Le cœur battant, elles accélérèrent, mais le doute persistait. Était-ce une trêve sincère, ou un piège tendu par les traditions? Arrivées à la maison, elles trouvèrent le patio illuminé de lanternes, un dîner improvisé sur la table, paella fumante, vin rouge de la Rioja, et même une bouteille de pastis français pour Isabelle. Ravière, assis dans son fauteuil, plus frêle que jamais, les regarda entrer main dans la main. Le silence s'étira, lourd comme l'air avant l'orage, puis il parla, « Asseyez-vous, mes filles. J'ai été un idiot. Un torero qui charge sans voir la cape. » La confrontation qui suivit fut un tourbillon d'émotions, cris, larmes, rires étouffés. Adeline, la voix tremblante, raconta leur histoire, les jeux d'enfance, le premier baiser sous la Giralda, les nuits volées dans le patio. Maëlle, plus directe, accusa, « Tu nous as chassés comme des voleuses, papa. Mais l'amour n'est pas un vol, c'est un don. » Ravière, tête baissée, avoua ses peurs, la perte de sa femme, la pression de la société sévillane, où les ragots coulaient plus vite que le Guadalquivir. Isabelle, en pleurs, demanda pardon à Maëlle, « J'ai trahi ton cœur pour sauver le mien. Pardonne-moi, ma lumière. » Lentement, les barrières tombèrent. Ravière prit la main d'Adeline, puis celle de Maëlle, et murmura, « Restez. Cette maison est vôtre. Amour ou pas, vous êtes ma famille. » Pourtant, le climax surgit comme un éclair. Une tante, aigrie par les vieilles rancunes, avait alerté le prêtre et les voisins. Le lendemain, une foule bigote se massa devant la grille, murmurant des prières et des malédictions, brandissant des crucifix comme des boucliers. « Pécheresse! Repentez-vous » criait une voix chevrotante. Ravière,
soutenu par Isabelle, sortit affronter la meute, sa voix de torero résonnant, « Allez-vous-en. Ici, on aime comme on peut, pas comme vous l'ordonnez. » Adeline et Maëlle, depuis la fenêtre, virent la scène, leur père, frêle mais fier, défendant leur amour contre le monde. La foule se dispersa, honteuse, laissant derrière elle un silence purifié par la pluie. Les jours suivants furent une renaissance lente, comme le printemps andalou qui verdit les collines après les pluies d'hiver. La maison de Santa Cruz, autrefois un bastion de silence pesant, s'emplit de rires et de murmures complices. Adeline reprit son atelier de restauration, mais désormais avec Maëlle à ses côtés, qui apportait ses toiles pour les intégrer aux motifs anciens, un dialogue entre passé et présent, entre tradition et modernité. Ravière, sous les ordres stricts du médecin, se reposait dans le patio, lisant des livres qu'Adeline lui prêtait, des romans français d'amour libre, comme ceux de Colette, qui l'émerveillaient par leur audace. « Ta mère aurait approuvé, disait-il parfois, un sourire timide aux lèvres, évoquant la gitane disparue comme un pont vers la compréhension. » Isabelle, libérée de son fardeau, organisa un dîner familial mémorable, une fusion andaluso-provençale, avec des tapas épicés suivis d'une bouillabaisse légère, arrosée de rosée de Provence. Autour de la table, sous les guirlandes de lumière, ils parlèrent ouvertement pour la première fois. Maëlle raconta ses expositions à venir, où une série de portraits d'Adeline serait le clou du spectacle, pas des nus, mais des âmes nues, précisa-t-elle avec un clin d'œil. Adeline, rougissante, parla de son projet, restaurer les azulejos de la chapelle de Grenade, mais en y intégrant des motifs inspirés par les peintures de Maëlle, un hymne à l'amour féminin. Ravière, écoutant, hocha la tête, « J'ai été aveugle. Mais maintenant, je vois. Vous êtes belles, ensemble. » Pourtant, la guérison n'était pas linéaire. Des nuits, Adeline se réveillait en sursaut, hantée par le claquement de la porte cette fameuse nuit. Maëlle, elle, luttait contre la rancune envers sa mère, ces mots temporisés encore gravés comme une cicatrice. Elles se blottissaient alors l'une contre l'autre, dans la chambre d'Adeline agrandie pour deux, écoutant le chant des cigales ou le lointain appel à la prière de la mosquée voisine, un rappel que Séville était une mosaïque de foi et de passion, tissée de contradictions. « Nous avons survécu au pire, » murmurait Adeline, traçant du doigt les constellations sur la peau de Maëlle. « Et nous renaîtrons plus fortes. » Le vrai test vint avec l'exposition de Maëlle, un mois plus tard, dans sa galerie du quartier de l'Arnal. La ville entière bruissait, critique d'art de Madrid, collectionneurs français, et même Ravière, vêtu d'un costume neuf, escortant Isabelle avec une fierté paternelle. La salle, aux murs de briques apparentes, était illuminée de toiles vibrantes, au centre, le portrait d'Adeline, une femme aux yeux verts émergeant d'un tourbillon de bleu sévillant, titré « Verde que te quiero verde ». Quand Maëlle dévoila l'œuvre, un silence respectueux tomba, brisé par des applaudissements. Ravière, les larmes aux yeux, serra Adeline dans ses bras, « C'est toi, ma fille. Ma fierté. » Isabelle, émue, embrassa Maëlle, « Ton père avait raison, c'est un miracle. » Mais la vie, dans sa sagesse humaniste, réserve toujours une leçon douce amère. Au milieu de la soirée, une ancienne flamme de Ravière, une veuve acariâtre du quartier, s'approcha, le visage pincé. « Tu tolères ça, maintenant ? Après tout ce que l'Église. » Ravière l'interrompit d'une voix ferme, « L'Église enseigne l'amour, pas la haine. Et ici, nous aimons. » La femme partit, tête haute, mais le geste de Ravière public, irrévocable, scella la transformation. Plus tard, seul avec ses filles, il confessa, « J'ai failli tout perdre par peur. Mais vous m'avez sauvé. Merci. » Adeline et Maëlle, main dans la main, sortirent sur le balcon surplombant le Guadalquivir, où les lumières de Triana dansaient sur l'eau noire. La nuit était tiède, parfumée de jasmin et de promesses. « Et maintenant ?» demanda Adeline, la tête sur l'épaule de Maëlle. Celle-ci sourit, ses yeux marrons reflétant les étoiles. « Maintenant, nous vivons. Pas en cachette, mais au grand jour. Comme les gitanes de ta mère, dansant au rythme de leur cœur. » Elles s'embrassèrent, un baiser lent et profond, tandis que la cloche de la Giralda sonnait minuit, un carillon de liberté. Des mois passèrent, et la maison devint un havre. Adeline et Maëlle adoptèrent un chat errant, un félin noir aux yeux verts comme ceux d'Adeline, qu'elles nommèrent Lorca. Ravière apprit à cuisiner des plats français avec Isabelle, riant de ses échecs comiques.
La galerie de Maëlle prospéra, attirant des âmes en quête de vérité, et Adeline exposa ses restaurations dans une petite salle adjacente, unissant art ancien et contemporain. Un jour d'été, sous les orangers du patio, Ravière les réunit pour un toast, à l'amour, qui guérit les fissures. Les verres tintèrent, cristallins comme des larmes de joie. La fin n'était pas une clôture, mais un horizon ouvert. Adeline et Maëlle, liés par un amour forgé dans le feu du rejet, savaient que les conflits familiaux laissaient des cicatrices mais aussi des forces nouvelles. Dans l'Andalousie éternelle, où le flamenco pleure et rit à la fois, elles dansaient leur propre rumba, cassée Ashtine dans les tempêtes, émouvante dans les silences, romantique sous les étoiles, et profondément humaniste dans leur pardon. Car l'amour, comme le soleil sévillant, se lève toujours, plus radieux après l'orage.